Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux un vendredi matin avec les problèmes de métro qu'il y a, la pluie, enfin tout ce qui se passe, et les veilles de vacances scolaires. Donc merci à tous d'être vraiment présents. Cette table ronde est consacrée en fait à essayer de comprendre comment émerger sur Internet en 2019. Vous n'êtes pas sans savoir que 2019, en fait, on est presque maintenant... ça fait des années. En âge Internet, ça pourrait être, c'est comme si on était au Moyen-Âge il y a 20 ans et que maintenant on est arrivé en 2019 exactement. Le temps passe très très vite sur Internet et en très peu de temps, on a fait énormément de progrès, on a énormément avancé, mais surtout la quantité de contenu qui est produit quotidiennement et mensuellement est monstrueuse. Ne serait-ce qu'en consommation de plateformes. Je regardais les chiffres avant de venir et il y a 46 millions d'utilisateurs de YouTube. Alors, juste rapidement dans la salle, combien d'entre vous utilisent YouTube chaque mois? Vous pouvez lever la main. Voilà, donc vous faites partie des 46 millions d'utilisateurs de YouTube, donc vous êtes tous concernés. Et c'est pareil pour Instagram, il y a 17 millions d'utilisateurs d'Instagram, 8 millions d'utilisateurs de Snapchat, et tout ça c'est juste mensuellement. Imaginez-vous que pour utiliser YouTube, ça veut dire qu'il y a des contenus en face qui sont vus. Et en France, par exemple, on a ce chiffre impressionnant qui est de 300 chaînes YouTube qui ont plus d'1 million d'abonnés. C'est énorme. Ces 300 chaînes, en fait, ont à minima, et je dis bien à minima, c'est ce que j'ai pu voir, grosso modo 60 vidéos. Donc 60 vidéos à minimum sur 300 chaînes, et la plus grosse chaîne que j'ai vue avec quelque chose comme 600 vidéos. C'est énorme. C'est un contenu monstrueux. Donc au milieu de tout ça, comment faire en 2019 quand on a envie d'être un créateur, quand on a envie de produire, quand on a envie d'écrire, pour en fait se faire remarquer? C'était l'objectif de cette table ronde, et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait se tourner vers des gens qui étaient concernés par la question. Alors, à ma gauche, vous avez Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire, qui, elle, n'a pas émergé en 2019, qui a créé sa chaîne en 2015 et qui reviendra sur le parcours qu'elle a fait depuis 4 ans. Donc, 2015, ça vous paraît proche, mais en fait, en âge Internet, on a l'impression que tu as quand même déjà bien roulé ta bosse. À côté de vous, alors je ne vais pas faire l'erreur de mélanger, c'est Véronique Bourlon, pardon, directrice de l'action culturelle à la SCAM. Voilà. À côté de vous, Julien Neutre, qui est notamment directeur de la création des territoires et des publics au CNC, et sur lequel on parlera notamment du CNC Talent, qui a énormément œuvré pour les créateurs web. Encore à côté de vous, nous avons Valérie-Anne Expert, responsable du service de l'action culturelle de la SACD. Et enfin, on termine par les lauréats du Grand Prix Frame Festival. Donc, le Frame Festival est un festival qui a lieu à Avignon chaque année au mois d'octobre et qui célèbre la création web. Et ils ont remporté le Grand Prix pour leur web-série qui s'appelle TAC. Vous avez côte à côte le producteur Vladimir Ferral et Nicolas Capu, le réalisateur. Nous serons rejoints par Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene, qui est présentement plus dans le train, mais dans un taxi en route pour le Forum des images. Voilà, qui viendra lui aussi participer et revenir sur son expérience. Voilà. Je voulais commencer donc en m'adressant aux jeunes arrivés, à ceux qui viennent de commencer en fait sur YouTube. Vladimir, Nicolas, comment faire pour se faire remarquer en 2019 avec un contenu qui n'a pas vraiment d'historique en fait, qui arrive vraiment tout neuf, tout frais sur Internet? Je vais commencer par prendre la parole et je laisserai Nicolas poursuivre. En fait, sur comment débarquer en 2019, je pense qu'en fait, chaque année, je pense que la question se posait. Par expérience, en fait, je vais parler de la mienne, tout simplement. Lorsque j'ai monté Affreux Sale et Méchant, qui est ma société de production, à la base, je voulais faire du web. Et j'avais débuté, j'avais 23 ans quand j'ai monté cette boîte, un projet pour le web. C'était en 2005, qui s'appelait Bikinis College. C'était le guide interactif de la drague internationale. Bon, j'avais 23 ans. Bon, c'est un peu... bref. Et c'est... Ouais, t'as vu? Avec TAC, on va jusqu'au bout. Et du coup, avec ce projet-là, à la base, c'était de faire... parce que j'avais fait un Master 2 en communication audiovisuelle et multimédia. Et c'était de faire des contenus sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire à la fois, si possible, le court-métrage, mais aussi le téléphone portable et le web. Et du coup, on s'était dit, tiens, avec ce projet-là,
ça va être sympa, on va inonder la planète. Sauf qu'il n'y avait même pas encore d'iPhone, donc on ne pouvait pas vraiment regarder les vidéos encore sans son téléphone portable. Bref, on a fait ça et on a commencé à faire les épisodes. C'était Nicolas Bernot, le dragueur, qui, en fait, c'était pour apprendre, entre guillemets, l'anglais, en fait, vraiment. Et en fait, on a créé des vidéos virales qu'on a fait à côté. Et en fait, ces vidéos virales ont fait qu'elles ont eu plus de succès que la série qu'on n'a jamais au final terminée. Et en fait, on l'a tournée, mais on l'a jamais fini de monter et tout, parce qu'en fait, nos vidéos virales ont fait tellement de vues qu'on a été pris dans une spirale pour faire après d'autres vidéos, etc. Et à côté, j'avais un parcours plus classique qui fait que j'ai produit 50 courts-métrages dans un côté cinématographique. Donc, fort de tout ça, avec tous les films qui sont passés et tout, on a décidé au final, à un moment, avec Nicolas et surtout Ingrid et Anaïs, qui sont les créatrices du projet, celles qui avaient eu l'idée originale d'arriver avec ces troubles absurdes du comportement. Ce sont des fausses maladies en documentaire qui en fait, mettent en scène des personnes qui ont des maladies qui n'existent pas. En fait, ce sont des défauts chez des potes qu'on a rendus maladies. Voilà, je vous laisserai découvrir, puisqu'on a commencé à diffuser le premier épisode la semaine dernière et on en diffuse chaque vendredi dans un but justement pour se faire un peu remarquer et dans un système en fait de communication, parce que non seulement il y a tellement de contenu sur le web que c'est plus une question au final, il faut être à la fois qualitatif, donc il faut que l'objet et la production soient propres, il faut des comédiens qui soient maintenant de très bons comédiens. C'est-à-dire qu'ils doivent être à la fois allier la comédie, mais en même temps l'émotion et tout ça. On n'est plus sur simplement des vidéos qui veulent partager ce qu'on a vu ou des explications. Et après, il y a toute une partie communication qui est non négligeable, puisque quand on lance une vidéo sur le web, on n'est connu de personne. Donc du coup, il faut arriver à intégrer dans la production de l'objet vidéo, c'est-à-dire de la série web ou la série digitale, tout un esprit de production qui permet de diffuser de l'image, communiquer sur la série, pour arriver à la faire partager, et pour que les gens comprennent en fait ce qu'on veut véhiculer à la fois comme image et comme discours. Voilà. Donc non seulement pour se faire remarquer en dehors de la qualité que doit avoir le programme, maintenant il faut aussi réussir à se faire voir par d'autres biais que simplement la vidéo en elle-même. Tu veux rajouter un truc ? Peut-être que vous pouvez enchaîner. Non, mais en fait, comme des gens viennent d'arriver, et c'est vrai qu'on s'était posé la question avec Valériane de le faire avant, on avait envie de savoir un petit peu qui était le public auquel on s'adressait. Donc, qui sont les producteurs dans la salle ? Très bien. Qui sont des étudiants dans la salle ? Très bien. Qui sont des créateurs, scénaristes, voilà, très bien. Qui sont des acteurs, peut-être ? Et qui sont des gens qui sont juste là par passion ? Merci. Non, mais voilà, donc ça donne quand même une bonne idée, c'est-à-dire que ce sont tout type de public qui viennent à ces rendez-vous, donc c'est important d'essayer d'aller dans ce sens. Donc Nicolas, oui, je renchaîne avec toi directement. Tu as un profil en fait qui travaille sur tout type de plateforme. Tu travailles pour la télévision, tu travailles pour le web, tu travailles pour toi en fait. Quel est l'avantage de travailler sur le web et de créer sur le web ? Alors, donc moi, je viens du montage. Dans un premier temps, je réalise des fictions pour la télé depuis 1 an à peu près. En gros, là, cette web série qui a été créée par ma copine, Anaïs Fabre, c'est mon amoureuse, c'était un exutoire en fait. C'était génial. C'est des épisodes très courts de 3 minutes où on invente une maladie, par exemple la syncérillose, qui est une maladie où le mec ne peut pas mentir en fait. Et quand tu as ce concept-là, tu te défoules quand tu écris. C'est génial, en fait. Et tu écris n'importe quoi. Et tu dis, OK, à partir du moment où on a 3 francs 6 sous pour produire le mec qui dit bonjour. L'épisode sort, je ne cite pas les horreurs que dit le personnage, mais c'est génial de se défouler. Ensuite, il y a donc dans l'écriture, où j'ai eu la chance d'en écrire 2 sur les 7 qu'on a tournés.
Il y a l'amusement de pouvoir partir dans des délires et échanger avec les co-auteurs et Vlad. On a fait des séances de lecture où on était mort de rire, en fait. On se faisait beaucoup rire nous-mêmes. Ce qui arrive moins quand tu fais un SOP pour la télé. En fait, il y a des trucs très marrants, mais c'est moins catharsique. Et en termes de mise en scène, il y a ce côté roue libre. Il y a ce côté, on y va comme quand on avait 15 ans et on avait le caméscope de nos parents. Il y a un épisode où on avait une séquence de cimetière. Tiens, je me rends compte que vous ne m'entendiez pas depuis le début. Si, vous m'avez entendu ou pas? On avait une séquence d'enterrement où l'idée c'était qu'une jeune fille atteinte de la concertillose se mette à hurler comme à un concert et à remercier tous les participants de l'enterrement et à clamer le nom de la défunte en Nathalie, Nathalie. On arrive au cimetière c'était où cimetière de Saint-Ouen, où évidemment on n'avait pas d'autorisation. On avait des figurants qui nous attendaient. Ah, il ne faut pas le dire ça? En fait, je vais préciser, on avait une autorisation, mais c'est après la lecture du scénario qu'ils ont refusé. Et du coup, bon, on n'a pas pu avoir accès au cimetière. Et du coup, il y avait une quinzaine de figurants, il y avait l'équipe technique, et il a fallu se dire, bon, ben, on tourne où cette scène de cimetière? Et j'ai fait un 360 degrés. J'ai vu un jardin au pied d'un immeuble, et on s'est dit, allons tourner là, tant pis, on verra pas de tombe, et on se débrouillera. Du coup, le côté web, en tout cas dans la manière dont on l'a fait nous, c'était une liberté de création et vraiment n'avoir aucune contrainte, ou en tout cas, quand il y avait des contraintes, que ça nous serve à créer quelque chose de différent. Alors, je tiens à préciser aussi que le fait qu'on... non, mais par rapport à, en fait, à la création justement sur ce projet, qui était vraiment sur l'écriture ultramarran et tout ça, en fait, on a pensé aussi le concept comme un documentaire. Donc, on était une équipe très petite. En fait, l'équipe rentrait dans un minibus. Les comédiens étaient presque plus nombreux que nous. En fait, ce qui permettait de bouger énormément sur plusieurs décors, comme un documentaire. En fait, donc, en fait, c'était pensé aussi en production suite à l'écriture. C'est-à-dire qu'on avait peu de temps de tournage, il fallait qu'on soit efficace, etc. Donc on ne pouvait pas alourdir comme un tournage un peu plus classique. Et donc on avait gardé ça aussi en tête comme contrainte, et plein d'autres choses évidemment, mais ça faisait partie de ce côté, on rentrait dans un véhicule et en fait on avait toujours une équipe qui était en amont sur les autres décors et qui les préparait, et on enchaînait petit à petit avec des rendez-vous avec les comédiens qui passaient décor en décor. Voilà. Votre fiction a reçu le grand prix Frames/CNC Talent. Julien Neutre. Pourquoi c'est important en fait que le CNC soutienne déjà ce genre de grands événements comme le Festival Frames, et surtout en fait soutienne des créateurs qui ont des petits moyens et qui essayent en fait de créer des fictions qui seront peut-être vues, peut-être pas vues, parce qu'en fait c'est un peu la roulette russe en fait sur Internet. Pour nous, c'est essentiel d'accompagner ces créateurs, quels que soient d'ailleurs les lieux d'émergence. Tu l'as rappelé. Nous, évidemment, on s'est investi dans le web, mais on s'investit plus largement dans l'accompagnement des talents, quel que soit leur lieu d'émergence, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté de ce lieu du web, des plateformes web qui permettent, de manière démultipliée, vraiment de donner leur chance d'exposer de manière spontanée au départ. C'est 2007 maintenant YouTube. Et très vite, nous, on s'y est intéressés, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, comme ça, c'est construit de manière très spontanée, très sauvage, très, très fraîche. Il n'y avait pas de lien institutionnel entre ces plateformes, ces créateurs et nous. Et donc, ça a été un enjeu déjà d'aller à leur rencontre, de négocier aussi, évidemment, avec cette plateforme leur inscription dans notre belle exception culturelle. Ça, c'est chose faite. Et ça nous a permis, en effet, de commencer à structurer ce lieu d'émergence en créant un fonds d'aide, ça c'est le cœur du réacteur, leur permettre d'avoir les moyens d'aller au bout de leurs ambitions. Alors évidemment, les premiers faits d'armes, ils sont toujours faits, ces histoires très spontanées, très simples, et c'est très bien comme ça, et ça s'est toujours fait comme ça dans tous nos secteurs du cinéma ou de l'audiovisuel. Et puis ensuite, il faut passer cette première phase, ce premier essai, il faut se professionnaliser.
il faut avoir plus de temps pour écrire, et le temps, c'est de l'argent, c'est besoin de moyens, plus de compétences aussi pour produire ce qu'on a en tête et aller au bout de ses ambitions. Et donc nous, l'ambition générale, c'est de faire en sorte qu'on ait le plus beau web du monde en France. Et 2 ans après la création de CNC Talent, on a déjà aidé 200 quand même créateurs en investissant à peu près 4 millions d'euros. Et ça a permis vraiment de développer beaucoup de chaînes, beaucoup de créateurs qui aujourd'hui, quand on regarde la diversité des œuvres qu'on a aidées et qu'on a aidées ou pas d'ailleurs, on ne peut pas aider évidemment tout le monde, hein, c'est sélectif. Et puis tout l'accompagnement qu'il y a en France, hein, mes collègues en parleront, mais évidemment on a des sociétés d'auteurs qui accompagnent aussi et qui permettent à ces talents aussi d'avoir des revenus une fois produites leurs œuvres. Tout cet écosystème fait qu'aujourd'hui, oui, quand on regarde notre web et les webs d'autres pays, notamment européens, il n'y a aucun autre pays qui a cette diversité de créateurs, cette qualité de création, que ce soit dans la fiction, dans le documentaire, dans le podcast. On a vraiment une scène très, 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 très riche et qui est essentielle pour nous et pour l'avenir de nos secteurs, parce que tous ces talents-là vont essaimer ensuite dans le cinéma, dans la série, dans le jeu vidéo. Et donc notre enjeu, nous, une fois qu'on a reconnu et aidé ces talents à se développer là où ils ont commencé à émerger, donc sur le web, et c'est très important de les aider en tant que tels là-dessus, hein, notre deuxième enjeu pour nous, c'est de les accompagner de manière longitudinale dans leur parcours et dans leur ambition, ceux qui ont envie d'aller vers le long métrage. Et il y a encore un attrait très très fort, hein, et ça va pas, l'un ne va pas contre l'autre, hein, nous on en est convaincus, et on sent bien qu'il y a encore beaucoup de créateurs qui ont cette envie d'aller vers des formats plus longs et de diffuser leurs œuvres dans des salles de cinéma. Il y en a beaucoup qui ont envie d'aller vers la série, vers le jeu vidéo aussi. Ben, nous, on doit permettre, en ayant comme ça une vue panoptique sur l'ensemble du secteur et puis des solutions d'accompagnement à chaque étape des parcours, on doit leur permettre de passer ces étapes et d'aller au bout de leurs envies créatives. Et donc ça, c'est l'enjeu des prochaines semaines, mois, années. Mais on voit déjà qu'il y a des passerelles. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on a découverts et accompagnés depuis 2 ans, qui maintenant sont en écriture de leur prochain long métrage, qui travaillent avec des producteurs de cinéma, d'audiovisuel. Donc les passerelles commencent à se faire assez naturellement. Et donc, c'est évidemment essentiel de continuer à développer et structurer ce secteur. Donc, pour répondre précisément à ta question, c'est très important un festival. C'est très important aussi des festivals, hein, parce que on voit dans les autres secteurs, par exemple dans le secteur du cinéma, on a des dizaines et des de festivals qui ont permis de structurer et de faire qu'on ait un cinéma aussi rayonnant et aussi important. C'est important aussi qu'il y ait des associations qui regroupent les créateurs pour pouvoir dialoguer. Il y a un esprit de compagnonnage, mais aussi de dialogue avec les autres institutions. Notamment des il y a vidéastes notamment qui a cette été créée. initiative évidemment de la Guilde des vidéastes. Il y avait d'autres associations préexistantes comme PXN, les producteurs d'expériences numériques, qui nous permettent de rassembler les acteurs du secteur et d'avoir un dialogue avec eux. Moi, quand on a commencé à s'intéresser au secteur il y a à peu près 4 ans, on ne savait pas à qui on pouvait parler. Donc on est allé voir d'abord Norman et Cyprien, puis après Norman et Cyprien nous ont présenté, donc on allait voir ceux qui avaient 10 millions d'abonnés, puis ceux qui en avaient 5, puis ceux qui en avaient 1, puis ceux qui en avaient 500, puis ceux qui en avaient 50, puis ceux qui en avaient 10. On était comme ça par capillarité, par réseau, mais c'était... Et toute la grande concertation qu'on a faite pour créer le fonds CNC Talent, il a fallu inventer une méthodologie qui était à la fois très spontanée et sympa, mais compliquée, parce que personne n'était représentatif. Il n'y en a aucun qui voulait parler pour les autres. Et donc, on a inventé un peu une typologie dans laquelle tout le monde se reconnaissait. On a fait tourner beaucoup la parole et dans le dialogue. Donc, on a associé une centaine de personnes. C'était très bien, mais c'est mieux s'il y a quelques interlocuteurs pour, au quotidien, pouvoir échanger et puis démultiplier les lieux de rencontre. C'est très, très important.
Il y a un compagnonnage entre petits groupes, bandes, il y a un aspect communauté qui marche bien, mais au-delà des petites communautés d'affinité, c'est bien qu'il y ait des lieux de rencontre, d'échange réguliers, et c'est à ça que servent les festivals, le Forum des images, donc c'est très très important. Et nous, le CNC, avec la SCAM, avec la SACD, on a déjà des cycles de rencontres réguliers qu'on organise soit à la SACD, soit à la SCAM, soit au CNC, et on va les démultiplier pour ces acteurs-là aussi. On le fait beaucoup dans les secteurs, dans nos secteurs respectifs plus traditionnels. Et ça, on veut dans la phase un peu d'accompagnement et d'intensification de cette structuration, ça passe aussi par là. Manon, toi, tu as été une des lauréates du CNC Talent, notamment par exemple à la dernière commission cet été. Qu'est-ce que te permet en fait le CNC Talent que ne te permet pas nécessairement de ne pas l'avoir, c'est-à-dire d'être simplement sur la plateforme YouTube et de vivre soit de partenariats, soit des revenus publicitaires? Alors, l'intérêt du CNC, donc, dont j'ai bénéficié 2 fois, enfin là c'est le 2e projet qui reçoit une subvention, c'est que si le dossier est retenu, évidemment, on peut créer exactement ce qu'on veut, comme on veut. Enfin, ce dossier qu'on monte, c'est exactement nous qui le proposons comme on veut. Il n'y a pas une boîte de prod, la télé, un truc comme ça qui dit « Oui, mais ce sujet, bof. Oui, mais les gros mots, pas terrible. » Et moi, j'aime bien ça. Et donc là, j'étais extrêmement ravie avec le dernier projet qui est un projet de dessin animé dont on parlera demain avec ma dessinatrice si vous avez envie de venir voir. On va faire une série animée. On a reçu en plus le maximum de la subvention d'aide à projet, donc qui est de 30 000 €. Et moi, ça va me permettre de mettre ces 30 000 € là entièrement dans le salaire de ma dessinatrice et de lui faire son intermittence avec ça. Et elle va pouvoir se consacrer toute l'année à cette série pour laquelle on va faire 12 épisodes. Donc après, évidemment, il faut compléter un peu de mon côté, mais ça coûte plus cher que ça. Mais voilà. Et moi, mes revenus, ils sont tirés de ce que la chaîne rapporte déjà naturellement. Mais la subvention, elle sert à payer son salaire. Et c'est génial. Et c'est un dessin animé qui fait 3 minutes, donc c'est pas un format télé. Ça parle de les sujets qu'on a fait jusque-là, c'est la drogue des nazis, l'archéologie du caca et une bonne sœur prostituée devenue indique pour les flics. En fait, c'est des sujets qui sont considérés comme pas nobles à cause de clichés vraiment dommages, mais bref, qui sont extrêmement intéressants pour d'autres raisons. Enfin, pour les mêmes raisons que le reste de l'histoire d'ailleurs, mais bref. Et en fait, moi, je peux pas vendre ça à la télé ou ailleurs. Enfin, de toute façon, la télé m'intéresse pas forcément, mais c'est sûr que c'est des types de contenus où on fait on est un peu frileux parce que oulala. Et en fait, là, j'ai postulé, ça a été pris et je vais pouvoir faire ça exactement comme j'ai envie, traiter ce dont j'ai envie dessus. Et c'est exceptionnel, vraiment, c'est une liberté de création incroyable. Donc ça fait 2 fois que le premier format d'émission qui l'avait eu était un peu plus conventionnel, mais là celui-là on ne savait pas si ça passerait, notamment par rapport à ça, et on est trop heureuse, et en plus ça marche bien, le public suit vraiment, donc il y a une demande de ça, voilà. Donc moi le CNC ça me permet de pouvoir évidemment sous réserve que le projet soit accepté, bien évidemment, mais ils ont montré quand même une ouverture d'esprit quant aux subventions qu'ils attribuaient, clairement. Merci beaucoup Manon, elle a très bien dit l'impact et ce qu'on cherche évidemment à faire. Juste pour préciser pour les créateurs comment ça se passe et comment postuler et comment les dossiers sont choisis. Donc il y a un petit dossier mais très simple et dont l'essentiel est un pitch vidéo du créateur qui doit expliquer ses intentions artistiques et les intentions de production. Et je précise juste une chose, c'est pas forcément, ça peut être évidemment des créateurs seuls, mais aussi accompagnés de producteurs. Il y a des producteurs qui savent comprendre et accompagner les talents, même les plus subversifs. Et donc, vraiment, on est très, très ouvert sur les typologies de profils qui peuvent se présenter. Il n'y a aucune discrimination. C'est vraiment l'aide la plus accueillante et ouverte possible. Et ces dossiers, ces pitch vidéos sont regardés par une commission composée d'une dizaine, de 10 professionnels, dont le président est Romain Gavras, le cinéaste, mais qui a fait aussi du clip, qui est un des fondateurs de Courtrage-Mais. Donc il y a
un parcours exemplaire d'une diversité de types d'écriture et de création, et qui est très très ouvert sans être complètement immergé dans ce secteur-là. Et donc ça c'est très important parce qu'il a un regard de curiosité, d'envie et d'aller dénicher ce qu'il surprend, ce qu'on ne voit pas ailleurs en effet, et donc ça marche très très bien comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, donc évidemment, c'est ouvert aussi aux gens qui ont une production, évidemment, mais ça permet à des gens comme moi qui sont indépendants et qui n'ont pas une grosse équipe et de ne pas avoir besoin d'une grosse équipe, en tout cas pour l'aide de l'aide à projet. Pour l'autre, il faut avoir une plus grosse structure, et c'est très simple pour postuler. Et en effet, je sais que ces épisodes animés, qu'on en avait fait quelques-uns avant de postuler avec ma dessinatrice, donc on avait fait le test un peu avec nos deniers, enfin elle bossait quasiment gratos, etc., pour voir si on y arrivait, si ça marchait. Et du coup, on a été assez vite, par ses contacts à elle, comme elle est dans le milieu du dessin animé, on avait été approché on avait discuté avec des gens de Bobby Pills, qui est un studio parisien qui produit des dessins animés adultes comme ça, dans lequel la ligne éditoriale pouvait tout à fait rentrer. Et eux, ils nous ont dit bah, en fait, voilà, les 3 minutes, il nous faudrait, pour le proposer à un diffuseur, il nous faudrait un truc qui fasse 20 minutes, et nani, et nana. Il faut beaucoup plus de monde que Lucie qui fait ça toute seule dans son coin. Enfin bref, tout de suite, c'est autre chose. Et en fait, on a dit, bah non, nous, on a envie de faire comme on a envie de faire, en fait. Et du coup, on s'est tourné vers CNC et ça a marché. Voilà. Et ça, c'est très important ce que tu dis. C'est vrai que ce qu'apportent ces plateformes et ce qu'on a voulu vraiment prendre en compte, ce qui était un peu une petite révolution au sein des autres fonds d'aide, c'est qu'on a vraiment ouvert toute catégorie. Enfin, il n'y a plus de catégorie. Moi, je ne sais pas ce qu'est sur cette plateforme. D'ailleurs, la fiction, le documentaire, etc., tout ça est très... des frontières hier, en fait, très, sur très compliquées, tout est assez hybride. Voilà, ouais. Sur la douzaine de lauréats du mois de juin, pour préciser, il y a 5 lauréats qui ne sont sur Internet que depuis 2017, 2018 ou 2019. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais créé avant. Les aides vont la plus basse était 2 000 €, la plus élevée était de 30 000 €. Et accessoirement, il y avait effectivement 5 projets qui étaient des producteurs. Les autres projets étaient des projets qui étaient solos. Et alors, il y avait du documentaire, de la fiction, de l'humour, de la santé. Enfin, il y avait vraiment tout. C'est-à-dire que pour ceux qui sont habitués aux aides télé, ça va surprendre. Hein. Et il y a des choses qui mélangent encore tout. Ça peut faire 1 minute comme 3 heures. On a des longs métrages qui se présentent et qu'on accompagne, des choses qui pourraient être dites d'écriture plus cinématographique classique. En effet, des choses très très légères et courtes, et des profils très très variés. Et on est capable en effet d'identifier les plus émergents. Alors grâce au festival aussi, donc il y a une barrière à l'entrée qui avait fait, et sur lequel on s'est accordé avec tous les professionnels qui étaient 10 000 abonnés ou followers, enfin quelle que soit la plateforme, parce qu'il fallait bien gérer un flux qui pouvait être sinon incommensurable. Mais on fait confiance à énormément de lieux de repérage, et notamment les festivals. Et donc dès qu'on est sélectionné dans ces festivals, et la liste est très 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 ouverte, on est éligible automatiquement à CNC Talent. Donc ça fait 20% des 200 projets et des 200 talents qu'on a accompagnés avaient moins de 10 000 abonnés. Donc étaient vraiment des très très émergents, avec des profils eux-mêmes très variés. Ils pouvaient venir aussi de secteurs, ils ont pu faire des choses ailleurs, hein, ça ne veut pas dire, mais en tout cas sur ces plateformes, ils étaient très émergents. Et pour préciser, on aide aussi, donc on aide les talents pour leurs projets de création, quel que soit encore une fois le format et l'écriture, mais on peut aider aussi, et ça c'est dans un versant plus accompagnement entrepreneurial et de structuration des chaînes, on aide à l'éditorialisation, donc à l'accompagnement d'un projet plus global, où là, les dépenses éligibles sont non seulement celles de production des œuvres, mais aussi de promotion et d'encadrement et d'accompagnement de ces œuvres. Et là, il faut avoir un peu plus, faut être un peu plus installé, si je puis dire, parce que là, on est vraiment dans l'amorçage d'un projet entrepreneurial et très durable et long terme. Il faut avoir 50 000 abonnés au moins, et on peut avoir jusqu'à 50 000 €. Alors là, je vais me tourner vers les sociétés d'auteurs. Justement, en fait, avec ces lignes qui sont brouillées,
avec tous ces abonnés, avec cette limite de 10 000 abonnés, mais parfois en fait on a 10 000 abonnés sur Instagram et on en a peut-être que 8 000 sur YouTube, enfin c'est très variable. Comment on aide les auteurs, comment on les accompagne, et surtout en fait comment vous les répartissez, parce qu'on va peut-être juste faire un rapide point sur qu'est-ce que la SCAM et la SACD pour ceux pour qui c'est encore un peu flou dans leur tête, parce que ça arrive. Alors, donc la SCAM et la SACD, mais je te laisserai bien évidemment la parole après, Valérie-Anne, ce sont des sociétés d'auteurs et d'autrices. Donc des sociétés d'auteurs et d'autrices donc, qui ont pour mission de percevoir des ressources auprès des diffuseurs, télé, radio, plateformes du web, etc., pour, donc de manière collective, sur un répertoire donné, pour redistribuer des droits d'auteur de manière individuelle aux auteurs et autrices. Voilà, je pense, ce qu'on peut dire sur ce qu'est une société d'auteurs et d'autrices. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que ce sont des sociétés qui sont gérées par des auteurs et des autrices pour des auteurs et des autrices. Donc des sociétés qui ne sont pas à but commercial. On est là donc dans une mission de service au bénéfice des auteurs et des autrices. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, tu me diras si tu es d'accord avec ma définition, mais globalement, la SCAM, c'est le réel, et la SACD, c'est la fiction, l'imaginaire. Voilà. Après, effectivement, les frontières peuvent être un peu poreuses, mais enfin, essayons de faire simple. La fiction d'un côté, le réel de l'autre. Donc la SCAM, elle va s'intéresser à des vidéastes du net qui font des documentaires, du reportage, des entretiens, des vlogs, des chroniques, etc. De la vulgarisation, on va dire, de manière très globale, sur tout un tas de thématiques extrêmement variées, sciences, politique, histoire, bien évidemment, et Benjamin nous a rejoints, philo, mais aussi le jeu, le gaming, le lifestyle, la beauté, les tutos, la cuisine, le jardinage, et j'en passe. Donc voilà, tout ce qui est réel, voilà, tout ce qui fait partie de la connaissance, de vulgariser, de décrypter, de comprendre, de partager. En gros, c'est du répertoire de la SCAM. Le reste, c'est l'imaginaire et la fiction du côté de la SACD. Avant de continuer, je vais laisser la parole à Valérie pour peut-être compléter, et puis on continuera sur ce qu'on fait. Merci Véronique, je partage ce que tu dis. Bonjour. Donc la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, a été créée par Beaumarchais en 1777, il y a 200 ans, et toujours dans cette audace de la création et de la protection de Beaumarchais. La SACD, depuis 2011, accueille donc les auteurs du web et les vidéastes pour les entourer, pour les encadrer, aussi évidemment pour leur rémunération. Mais la SACD, et ça rejoindra aussi des points qu'a précisé Julien, représente donc 50 000 auteurs des disciplines audiovisuelles et spectacles vivants. Audiovisuel, cinéma, télévision, fiction, radio, animation et spectacles vivants, l'humour, le théâtre, la chorégraphie, le lyrique, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue. Et je précise ça parce que quand on parlait aussi d'émergence et d'accompagner, c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte aussi des passerelles qui sont faites entre certaines de ces disciplines, et ce qui nous permet aussi de repérer parfois des auteurs, des humoristes, où je me souviens même en théâtre Thomas Joly, avant de faire sa première série web pour rappeler Avignon, avec une forme hybride d'animation et web, mais surtout c'est aussi le repérage de ces auteurs et des talents dans des festivals, des structures, des associations que nous soutenons, comme les Talents en cours ou différents festivals, où à chaque fois que des auteurs sont repérés dans des sections particulières, nous pouvons justement leur proposer de rejoindre, quand il s'agit de la fiction, de l'imaginaire, de rejoindre la SACD pour les accompagner. Alors les accompagner comment ? Déjà, il y a un lieu que je vous incite à découvrir, et je vous remettrai à la fin cette petite plaquette, puisque nous avons créé des studios.
pour les vidéastes, voilà, qui ont ouvert depuis quelques années, studio que nous partageons, le studio SACD YouTube, qui est ouvert depuis 2 ans maintenant. Donc ça, c'est un lieu de travail. Voilà. Il y a aussi la Maison des auteurs, où nous incitons les auteurs à venir travailler, à se rencontrer. Des rencontres régulières à la Maison des auteurs, co-organisées avec vous ou d'autres, avec le CNC ou d'autres partenaires. Et surtout, depuis 2011, nous avons initié avec les auteurs des fonds de soutien, qui a commencé par le fonds Fiction 2.0. Ensuite, ça s'est appelé le fonds web-série France Télévisions SACD. Et aujourd'hui, dès le 4 novembre, vous pourrez postuler pour le fonds série numérique, dont le portail sera ouvert du 4 au 29 novembre pour aider le développement d'après des pilotes de séries numériques. Le soutien est apporté soit à l'auteur, soit au producteur. Et si l'auteur est seul, il aura 3 mois pour rencontrer un producteur. Voilà, donc c'est la recherche des talents, essayer de les capter, et aussi voilà, un humoriste qui va nous dire qu'il a ce projet. Il y a aussi des aides à l'écriture. Et voilà, donc je crois que j'ai tout. Alors, justement, en fait, une des spécificités au web, mais qui n'est pas vraiment une spécificité, mais quand même, c'est que souvent, ce sont des personnes seules. Oui. C'est-à-dire que dans des structures de spectacle vivant, dans des structures en fait, de télévision, de cinéma, on est accompagné d'un producteur, on est accompagné d'un monteur, on est accompagné parfois de plein de personnes autour, parfois des agents même, quand ils sont vraiment très connus. Là, pour le coup, sur le web, souvent, on commence seul dans sa chambre, littéralement, à faire ce qu'on a envie de faire, et ensuite, on progresse. C'est pas le même accompagnement, j'imagine, sur des gens qui sont seuls et qui doivent se dépatouiller avec le droit, avec l'économie, avec la production, avec tout, que d'accompagner en fait une structure ou plusieurs personnes. Oui. Et c'est pour ça que l'on doit être attentif dans les lieux où ils commencent à émerger, où les structures, et justement, on doit aller vers ces créateurs et ces auteurs pour essayer de leur donner les moyens d'être mieux accompagnés. Alors, au niveau de la SCAM, bien évidemment, nous aussi, on a voilà, des dispositifs d'aide à la création de projets. Là, on lance une bourse d'aide à l'écriture ou au développement de projets qui s'appelle Brouillon d'un rêve Impact. Impact parce que l'idée dans le répertoire de la SCAM, c'est d'aller aider des créateurs et des créatrices sur des projets de chaînes, mais également de web-séries documentaires, qui à un moment donné vont aller comprendre, montrer, décrypter, voire alerter sur donc des enjeux sociétaux, d'environnement, de féminisme, de droits humains, etc., etc. Donc cette bourse Brouillon d'un rêve, elle est ouverte à partir, alors pour le coup, à partir du mois de janvier, du 15 janvier au 15 février, donc sur des montants qui vont de 2 000 à 6 000 euros. Donc est ouverte aussi à des gens qui n'ont pas encore de chaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre de seuil minimum d'abonnés pour se dire ah bah oui, mais moi je crée, je suis tout seul dans ma chambre et alors j'ai même pas de chaîne et je peux même pas demander une aide, une bourse, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses fortes qu'on veut mettre en avant, c'est de dire on aide à partir du moment où on n'a pas encore émergé, mais alors du tout, quoi. On a évidemment, voilà, on soutient des festivals, on remet des prix. On a remis un prix l'année dernière aussi à Manon dans le festival Média en scène qui se déroule à Radio France. Et puis, ce qui est important, c'est le service. Par rapport à ce que tu dis justement, de dire ce sont des créateurs qui sont seuls. Par rapport à d'autres créateurs, voilà, on a 45 000 auteurs dans la maison, plutôt des documentaristes qui travaillent évidemment avec des producteurs. Ces producteurs travaillent avec des diffuseurs. Enfin, il y a plusieurs intermédiaires pour la radio, pour les journalistes, pour les auteurs de l'écrit. Ils ont un éditeur. Enfin, voilà. Là, souvent, on est auteur, producteur. Alors, on n'est pas diffuseur, mais enfin presque. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ces créateurs et ces créatrices dans leur parcours professionnel, mais aussi dans le parcours de tous les jours. Fin octobre, je ne connais pas la date, là, on a un atelier fiscal où on se dit venez et on va vous expliquer, on va vous essayer de vous faire comprendre comment vous pouvez déclarer vos revenus
vos différents revenus sur votre feuille d'impôt. Donc, c'est des choses extrêmement concrètes. C'est à un moment donné de dire, ah oui, alors, j'ai une chaîne monétisée, donc je touche des sous de YouTube pour ma chaîne qui est monétisée, donc c'est ça. J'ai des partenariats, donc je touche d'autres types de sous avec des partenaires. Et puis, je touche des droits d'auteur via la SCAM. Comment je me débrouille avec tout ça, avec ma feuille d'impôt? À un moment donné, donc, c'est des choses où, moi-même, quand j'ai commencé à rencontrer les auteurs et autrices du web, les vidéastes, je me suis dit, en fait, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte à des gens qui sont effectivement seuls, qui démarrent, sont souvent bourrés de talent, ont plein d'idées, mais alors pour le reste, pas facile. On ne peut pas avoir toutes les cordes à son arc. Exactement. Donc voilà, des ateliers fiscaux de ce type-là, moi je n'en avais pas encore monté. Et puis je me suis dit, mais en fait c'est super important, quoi. On a mis en place vraiment un conseil juridique vraiment pour les vidéastes, avec des juristes vraiment dédiés et spécialisés, à un moment de se dire, avant de contractualiser, est-ce que j'ai bien toutes les données? Est-ce que j'ai bien lu toutes les petites clauses? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir à un moment ou à un autre? Vous appelez Guillaume à la SCAM, ou Cyril, ou voilà, même Anaïs qui est dans la salle. Comment je déclare mes différentes vidéos? Bon, c'est super simple. On a créé un module à la SCAM où à un moment donné, vous adhérez en 5 minutes. Ensuite, vous rentrez votre URL de chaîne. Et à partir de là, toutes les vidéos apparaissent. En gros, vous n'avez plus qu'à cocher tout sélectionner, et donc toutes vos œuvres sont déclarées à la SCAM en un seul coup, ou bien vous dites je ne veux déclarer que tel et tel. Donc voilà, on s'adapte, on crée des nouvelles choses, des nouveaux services, des nouveaux modèles. À un moment donné, se dire aussi en matière juridique, je voudrais faire une vidéo, mais je sais que je voudrais mettre des inserts, images, musique. Quels sont les droits? Comment je fais? Est-ce que j'ai le droit de mettre tout ce que je veux? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher des droits, mais alors à qui je demande? Ou le droit à l'image? Donc voilà, on a des ateliers juridiques sur des thématiques, on a du conseil juridique individuel, et c'est des choses qu'on ne faisait pas vraiment avant, quoi. Donc on développe tout un tas de services, mais vraiment autour de la professionnalisation et de l'accompagnement, j'ai envie de dire, de l'individu créateur, et pas seulement des créateurs, quoi. Donc on organise là prochainement des ateliers sur le cyberharcèlement, sur la démonétisation dont on parle beaucoup entre vidéastes. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on ne faisait pas avant. Et donc, bien évidemment, c'est à force, comme le disait Julien, c'est à force de rencontrer des vidéastes qu'on se dit, ah, on a des nouveaux créateurs, créatrices, et donc il y a des nouveaux besoins. Et donc, voilà, l'idée, on n'a pas un studio comme à la SACD, mais on a également une maison des auteurs et autrices pour que les créateurs puissent venir travailler, accéder à des ressources, à des archives. Et un studio de visionnage, on peut visionner des rushs, on peut faire des interviews. Donc il y a tout un tas de services qui sont offerts aux auteurs et autrices vidéastes. Et alors moi j'ai une anecdote que j'aime beaucoup. On a contractualisé avec YouTube il y a déjà longtemps, et au début, on ne reversait des droits d'auteur qu'à des auteurs qui, en fait, étaient dans les chaînes historiques de la télé et qui, à un moment donné, voyaient leur œuvre qui était mise sur YouTube pour du replay. Voilà. Et puis après, on s'est dit, ah, mais il n'y a pas que ça, donc on va aller chercher les vidéastes. Et donc, dans un premier temps, on a été chercher les vidéastes pour leur dire qu'en fait, ils avaient des droits d'auteur. Et donc, Anaïs, qui est dans la salle, pourra en témoigner. Donc, on a pris une liste de vidéastes qui correspondaient au répertoire de la SCAM, et puis on les a appelés au téléphone en disant « Bonjour, on est de la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, etc., etc. Nous, on est une société qui reverse des droits d'auteur, et donc on vous doit des sous. » Et là, en gros, les gens raccrochaient, quoi. Genre, mais c'est quoi cette arnaque, quoi? La SCAM, en plus, bon, vrai qu'on a un mot en anglais, c'est bon. Vous n'avez pas de faux, c'est sûr que vous êtes tombé sur le mauvais mot. C'est ça. Mais alors, on s'en amuse parce que, bon, effectivement, au départ, quand la SCAM a été créée il y a 30 ans, on ne pouvait pas imaginer, ils n'avaient pas compris que SCAM en anglais, ça n'allait pas le faire. Mais, et donc, on a commencé par avoir des gens et on leur dit, mais vous êtes des auteurs. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Ils raccrochaient, quoi. Et donc, il a fallu tout un temps de pédagogie aussi,
pour faire entendre aux créateurs du web qu'ils étaient des auteurs et des autrices, qu'à partir du moment où ils créaient du contenu avec une originalité, une mise en forme particulière, singulière, ils étaient détenteurs de droits sur leur création, de droits moraux bien sûr, et puis qu'à partir du moment où ils diffusaient leur création sur une plateforme, ils étaient détenteurs de droits d'exploitation. Et que ces sociétés d'auteurs, SCAM, SACD, etc., sont là pour leur verser des droits parce qu'ils sont auteurs. Mais en fait, c'est toute une pédagogie qu'il a fallu amener pour faire entendre que, on n'est pas seulement bidouilleur de vidéos dans sa chambre. Non, on est créateur, on est auteur, et à partir de là, il y a des droits, il y a des services, et il y a des fonds de création, d'aide, etc., qui se mettent en place. Vous avez un peu travaillé à rebrousse-poil, en fait, parce que normalement, en fait, le créateur sait qu'il est créateur et il crée. Non, mais c'est pour ça que je raconte cette anecdote. Là, vous leur avez appris qu'ils étaient créateurs et vous leur avez appris qu'ils étaient auteurs. Exactement. Oui, c'est cette partie de professionnalisation que je souhaitais aborder aussi, que Véronique a très bien décrite. Et c'est vrai qu'il a fallu en effet anticiper, parce qu'aussi à la SACD, il y a une cellule web, dont c'est justement le travail, et il y a ici Léa Logier qui pourra vous donner des précisions. Mais c'est vrai que c'est très important, c'est sans arrêt de s'adapter. Et Véronique, tu parlais de la fiscalité. Nous, on a aussi la retraite, enfin, tous les régimes, c'est-à-dire c'est de la vie de l'auteur, c'est son accompagnement dans toute sa vie professionnelle et prendre conscience qu'en effet, c'est une œuvre, ce sont des œuvres, voilà, dans toute la diversité de l'imagination, de la créativité, et qui sert ensuite, qui rebondit pour devenir justement ou des séries ou un long métrage. C'est un vivier incroyable, et c'est vrai en tout cas concernant cette imagination que nous souhaitons souligner, aider à s'épanouir, mais dans une régularisation d'un nouveau métier de créateur que nous devons encadrer et accompagner et rémunérer. Ce qui transparaît en fait dans tous vos discours et dans toutes les choses qui ont été mises en place, c'est qu'il y a une véritable volonté en France d'essayer de faire acquérir aux créateurs une forme d'indépendance, on va dire, allez, pas d'indépendance, mais en tout cas d'autonomie vis-à-vis de leurs diffuseurs et des plateformes américaines et ainsi de suite. À quel point, Manon, ce sont des... Pardon, je vous donnerai la parole, Julien, juste après. Manon, à quel point les outils de diffusion en fait, de la création web sont un frein pour la création? C'est-à-dire, à quel point y a-t-il des contraintes? Ils ne sont pas un frein, ils sont au contraire... Enfin, sur YouTube, on met ce qu'on veut, à part quelques choses qui sont censurées parce que vraiment... pas possible, mais en fait, c'est pas du tout un frein, c'est au contraire On met ce qu'on veut, mais t'as pas forcément de revenus. Ah oui, mais par contre, on met ce qu'on veut. Voilà. Oui. Ah, c'est pas la même question. Oui. Non, mais je posais... Ah oui, on a par contre très difficilement des revenus juste avec YouTube, ça oui. Mais par contre, on y met absolument ce qu'on veut, donc c'est pas un frein à la création, ça non. C'est un frein à la création de devoir manger et payer son loyer, parce que du coup, il faut travailler, donc on peut pas créer, ça oui, mais YouTube n'empêche pas de créer, a priori. Et donc, j'en profite donc pour amener Benjamin qui est arrivé. Je vous avais prévenu qu'il arrivait un petit peu en retard. Donc, voilà, je l'insère à l'intérieur de la table ronde maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors toi, très rapidement, en fait, donc tu as une chaîne d'histoire qui s'appelle Nota Bene, qui fait partie des 300 chaînes YouTube avec plus d'1 million d'abonnés, comme je le précisais en début. Voilà, dans 2 jours. Donc ça sera peut-être la 301e. Bref. Toujours est-il que très rapidement, en fait, tu as essayé de t'affranchir, entre guillemets, des contraintes de la plateforme, des contraintes de démonétisation, mais aussi des contraintes parfois juridiques et ainsi de suite, en appelant à d'autres espaces de diffusion. Tu diffuses sur Pornhub, par exemple, mais tu as aussi travaillé avec des agences publicitaires, tu as aussi travaillé avec des institutions, avec le musée du Louvre et ainsi de suite. Et pourquoi il y a eu ce besoin de multiplier comme ça les espaces où créer? Tout simplement, en fait, dès le début, je me suis dit, OK, on est créateur, mais on crée une auto-entreprise qui a vocation, si ça se développe bien, à devenir une boîte de prod. Et on le sait tous, quand on a une boîte, le but, c'est pas d'avoir qu'un seul client. Parce que le jour où il se barre, on n'a plus de revenus. Donc moi, ça a été très rapidement cette vision-là de me dire, OK, je me développe sur YouTube, je me développe bien,
c'est bien, mais il ne faut pas que je me repose non plus là-dessus, et peut-être qu'il y a d'autres publics à aller chercher ailleurs, et des sources de revenus à finalement aller choper un petit peu partout pour se constituer un modèle qui serait moins fragile. Donc il y a eu YouTube. Alors effectivement, c'est compliqué de gérer de la monétisation via YouTube quand on a une communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je génère quand même pas mal de revenus via ça, mais malgré tout, ça représente 20% de mes revenus. Et c'est très fluctuant, et c'est soumis à pas mal d'aléas. C'est-à-dire que souvent, on peut se faire démonétiser sans savoir pourquoi. Il y a des critères qui sont extrêmement flous. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup d'images d'archives. À un moment donné, je m'étais fait démonétiser une vidéo et on m'avait dit oui, mais c'est une photo de la Seconde Guerre mondiale et au fond, à droite, à 300 mètres dans la photo, quelque part, il y a un corps de quelqu'un. Voilà. Et bon, c'était vraiment pas gore du tout, hein, c'était vraiment en fond de cadre. Et on m'avait dit mais ça ne passe pas. Et puis pareil, YouTube, on a un espace YouTube où on peut uploader nos vidéos, et dessus il y a marqué oui, allez-y, créez, ayez des discours motivants, inspirants, parlez d'LGBT, parlez de tout ça, parlez du féminisme, allez-y. Et quand on en parle, on se fait démonétiser. Donc c'est un peu chiant. Typiquement, moi, je sais que j'ai une vidéo sur l'accouchement dans l'histoire qui a été démonétisée, j'ai jamais trop su pourquoi. Ma femme qui est vidéaste aussi, a fait des vidéos sur l'avortement dans le monde, par exemple. Dès qu'on parle d'avortement, c'est fini, on est démonétisé, quoi. Donc il y a un double discours de YouTube qui dit allez-y, engagez-vous, voilà, c'est beau, on est tous des humains, et de l'autre côté qui sont hyper lisses et qui ne laissent rien passer en termes de monétisation. Donc compliqué. Donc voilà, il y a d'autres aspects. Le deuxième aspect qui a permis à beaucoup de vidéastes de se lancer, ça a été le crowdfunding, donc en gros tout ce qui est financement participatif. Et là, il y a plusieurs options. Soit on a des options qui sont arrivées notamment via la plateforme Tipeee, ou aujourd'hui Utip. Donc le but du jeu, c'est j'ai un contenu, vous savez ce que je fais, donnez-moi chaque mois pour que je puisse continuer. Donc ça fait un petit matelas voilà, tous les mois de 200, 500, 1000, 2000 euros suivant les vidéastes qui tombent. Soit on fait appel à des plateformes de style Ulule, Kickstarter, en disant j'ai un projet à concrétiser, il me faut 40 000, donnez-les-moi et on le fait. Donc il y a ces deux aspects-là qui peuvent rentrer en ligne de compte aussi. Moi, rapidement, j'ai décidé de développer un autre axe sur ma chaîne qui pour moi était le plus pertinent, puisque avant de faire des vidéos YouTube, j'étais déjà dans l'audiovisuel et je faisais du film institutionnel, où je ne gérais pas la boîte, mais j'étais cadreur-monteur, donc j'ai eu l'occasion pendant 6 ans de faire ce genre de film et de beaucoup écouter, de voir qu'il y avait des besoins de communication des entreprises, des départements, des musées. Et l'avantage que j'ai, c'est que l'histoire, c'est hyper déclinable dans ce milieu-là, quoi. On peut faire vraiment de la pub avec tout le monde, quoi. De la communication plutôt, je préfère. Donc je travaille avec des départements, avec des musées, avec des éditeurs de jeux vidéo. Ça m'est même arrivé de travailler avec une banque. Voilà, on a une galaxie de partenaires potentiels qui est extrêmement large finalement. Et puis en dehors de tout ça encore, il y a ce que j'appelle moi les produits externes ou dérivés. Ça va être tout ce qui peut être vente de t-shirts, des bouquins aussi qui peuvent être publiés, ou des jeux de société, ou pas mal de choses. Mais là, on est vraiment sur des choses qui viennent quand on a une plus grosse communauté, et ça fonctionne plus ou moins bien en fonction des vidéastes et du travail qu'ils font, quoi. Donc, en tout cas, c'est cette complémentarité de toutes ces sources de revenus qui fait qu'on peut y arriver à un moment donné. Pour ce qui est de la diffusion, c'est que les publics sont tout simplement différents. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été sur Dailymotion aussi. Parce que Dailymotion, soyons clairs, il n'y a personne qui va dessus, hein, mais il y a beaucoup de presse qui ont des partenariats avec Dailymotion. Donc le fait d'être sur Dailymotion peut induire que quand un partenaire presse veut vous partager, et ben, si vous n'êtes pas sur Dailymotion, il ne va pas forcément vous partager. Si vous êtes sur Dailymotion, il va pouvoir partager ce lien Dailymotion. Donc ça, c'est vraiment cet intérêt-là d'être sur Dailymotion. Et pour moi, franchement, il n'y en a pas d'autre. Parce que je préfère être honnête. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts à un moment donné qui ont été faits pour développer l'audience là-bas. Ça ne marche pas des masses. C'est-à-dire que même en ayant été relayé par le compte Twitter de Dailymotion, ma vidéo qui a fait le plus de vues là-bas, c'était 10 000 vues. Et en fait, il n'y a eu aucun ruissellement, pour parler comme Macron, sur les autres vidéos, quoi. Ça n'a pas marché. Après, sur d'autres plateformes, par exemple Pornhub, effectivement, pourquoi aller sur Pornhub alors que j'ai une chaîne d'histoire? J'y ai été pour diffuser 2 épisodes notamment. Un sur le sexe au Moyen-Âge et l'autre sur le sexe chez les comédiens du 19e. Et tout simplement parce que ces vidéos-là, tout de suite, sont démonétisées sur YouTube,
tout de suite ont une visibilité qui peut être un peu moindre. Alors pas dans le cas du sexe au Moyen-Âge, parce que bizarrement l'algorithme l'a laissé passer pendant 3 jours et après il l'a démonétisé, mais bon, elle avait eu le temps de faire 2 millions de vues. Et pour le coup, ça donne un autre espace, ça va conquérir d'autres publics. C'est ça qui est rigolo aussi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui va sur Pornhub, a priori, il y va pas pour regarder de l'histoire, mais quand il clique sur une vidéo et qu'il découvre le truc, il dit hop, c'est rigolo, je connaissais pas ce type, potentiellement je vais y aller. Non mais je veux dire, c'est très rigolo. On n'a pas été aidé par CNC Talent. Non mais et je veux dire, et en termes de communication, ça peut avoir du sens. Je me souviens de Dedo, par exemple, l'humoriste, qui avait fait une campagne de pub sur Pornhub, justement parce que l'espace publicitaire est moins cher et qu'on ne l'attendait pas ici. Et qui disait, bon, ok, tu fais ce que tu as à faire, mais moi j'ai un spectacle et si tu veux, ça peut être rigolo de venir le voir. Bon, et c'est des stratégies de communication qu'il faut mettre en place aussi. Facebook, c'est une nouvelle plateforme, vidéo aussi, qui arrive depuis quelques années. Alors c'est en train de seulement se structurer depuis quelques mois, 1 an, en termes de monétisation, mais la vidéo sur YouTube va commencer à devenir rentable. C'est-à-dire que moi j'ai pu échanger avec des grosses boîtes de presse, de médias, qui m'ont dit, mais maintenant, des fois, même Facebook dépasse YouTube en termes de monétisation. Donc ça, il va falloir le prendre en compte aussi, parce que moi, typiquement, ça fait déjà plus d'1 an que je réfléchis à l'éditorialisation de ma chaîne Facebook, et bientôt, a priori, les publications, ce ne sera plus des publications YouTube partagées sur Facebook, mais vraiment des publications directement uploadées sur Facebook. Pareil sur Instagram, il n'y a pas encore de monétisation, mais ça se partage très bien, et là, il y a aussi une stratégie à développer. Donc finalement, il va vraiment falloir être multicanal, comme on dit dans le marketing, et arrêter de se focus que sur YouTube, même si c'est là qu'est l'audience principale, et que du coup, on peut essayer de faire de la com sur les autres. Ce qu'on voit dans le discours de Benjamin, qui est excessivement bien rodé, bravo, c'était très intéressant, c'est qu'en fait, lui, ça fait quasiment, c'était 2012, 2011 2014, la création de sa chaîne. Donc ça fait déjà 5 ans qu'il est là. Et comme il le dit, il avait 6 ans d'expérience dans l'audiovisuel avant. Donc en fait, on se rend compte qu'il est capable d'avoir cette vision, cette expérience et ainsi de suite, parce qu'il a 5 ans d'expérience sur YouTube, 11 ans au total d'expérience professionnelle, qu'en plus sa femme a d'autres publics, donc j'imagine que vous avez pu échanger sur les choses qui marchaient les uns les autres et ainsi de suite. À quel moment justement, enfin vous avez énormément parlé d'accompagnement, là pour le coup c'est l'accompagnement abouti, on va dire. Non, mais faut pas croire, même moi qui ai une situation vraiment privilégiée, j'ai encore besoin d'accompagnement, et il y a plein de trucs que je ne comprends rien, et moi-même je suis encore phobique administratif, on va dire, là-dessus. Je veux dire, bon, le jour où on viendra me chercher pour mes impôts, c'est pas ce que je vais sortir comme excuse, mais il y a ce truc là, c'est-à-dire que moi je me suis allié à une boîte où j'ai dit, on fait du portage, vous vous occupez de tout l'administratif, vous prenez une partie de mon chiffre d'affaires, et voilà. Et il y a cet accompagnement là, mais chez tous les vidéastes, c'est cette volonté de création, mais cette phobie vis-à-vis de tout ce qui est administratif, parce que c'est tellement compliqué, on comprend rien, quoi. Moi, honnêtement, je mets le nez des fois dans des trucs et je bite rien, et je me dis c'est quand même bizarre. Je veux dire, mon métier aujourd'hui, c'est d'essayer de résumer la moitié de la guerre de 100 ans en 10 pages, ce qui est un peu casse-gueule, et je suis devant 2 pages administratives, je comprends rien. Donc c'est très angoissant, et c'est vraiment que la SCAM, ça c'est un aspect qui est hyper important que vous développez sur l'accompagnement. Alors, il y a aussi en fait un élément que tu as cité qui est le crowdfunding. La SACD, pardon. Oui, la SACD, qui est le crowdfunding. Énormément de vidéastes y ont recours. Je pense que vous y avez recours. On y a eu recours, oui, effectivement. Et tu vas nous en dire plus dans un instant. Mais en fait, moi, j'ai pour coutume de dire que le crowdfunding, c'est un peu l'original crowdfunding, c'est un peu l'impôt et la redistribution. Et d'une certaine manière, et que le CNC, en fait, ça a été un peu le crowdfunding avant l'heure, c'est-à-dire dans le sens où le public, en fait, donnait une partie de son argent, a été prélevé sur les places, et ensuite le CNC permettait cette redistribution à différents créateurs, et ainsi de suite. Est-ce que quand le crowdfunding est passé, en tout cas par des plateformes comme Kickstarter, comme Ulule, comme tout ça, vous vous êtes dit, oh, mais peut-être que nous aussi, en fait, on a notre rôle à jouer là-dedans, on a aussi notre aide à donner, et vous avez eu envie, en fait, d'être complémentaire dans cette approche? Évidemment, mais complémentaire. Enfin, nous, on le voit avec beaucoup de bienveillance. Il faut, et c'est très intéressant de montrer
le modèle économique, si je puis dire, le plus diversifié possible. Ceci étant dit, alors c'est très très différent quand même l'impôt et le crowdfunding. Hein. Il y a un consentement citoyen global et une action socialisation là où c'est un geste purement individuel. Après, il y a un aspect redistributif évidemment, mais qui est, et c'est l'importance d'un modèle comme celui du CNC, qui est un modèle redistributif démocratique, donc pensé avec un encadrement et donc qui permet de bénéficier vraiment à toute la diversité des créateurs. Je reviens aussi sur un point très très important, c'est notre engagement, nous, politique publique, c'est bien de rendre les créateurs indépendants. Et l'indépendance, c'est un terme très très important dans notre exception culturelle. D'ailleurs, le projet de loi audiovisuel qui est en préparation, qui sera voté au printemps prochain, va réaffirmer l'importance de l'indépendance des producteurs et des créateurs, des auteurs, quel que soit le secteur, le cinéma, l'audiovisuel, et évidemment le web. Et notre engagement, nous, aux côtés des créateurs et des producteurs sur ces plateformes, c'est pour les rendre les plus indépendants possibles et permettre, ce que disait très bien Manon, cette liberté de création, là où, si on est trop dépendant, notamment de revenus privés et publicitaires, alors ça permet quand même de faire des choses, évidemment, ça permet aussi de structurer des maisons de production et des entreprises, et ça depuis toujours, j'ai envie de dire, hein, c'est un modèle qu'on connaît dans d'autres secteurs, mais pour faire certains types d'œuvres et aller au bout de son ambition créative, réinventer des formes, réinventer des écritures, aborder des sujets plus subversifs, on a besoin de cette indépendance, on a besoin de cette liberté de création, et les pouvoirs publics, le CNC en particulier, sont aux côtés des créateurs pour leur permettre justement de réaliser ces œuvres-là et donc d'être indépendants. Parce qu'on est vraiment dans l'indépendance. Mais alors, avant, vous travailliez avec les diffuseurs main dans la main d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, le créateur avait besoin d'un diffuseur pour la diffuser. En fait, maintenant, vous allez presque à son encontre, dans le sens où, en fait, vous permettez la diffusion, quelles que soient les contraintes économiques de la plateforme. On travaille toujours main dans la main avec les diffuseurs, qui sont aussi les contributeurs du CNC, mais jamais pour si je puis dire, choisir les œuvres. On est toujours au service, mais déjà dans le cinéma et dans l'audiovisuel, de la liberté de création. Donc les auteurs et les producteurs viennent chercher des moyens et un accompagnement du CNC pour leur permettre de développer leurs projets. D'ailleurs, dès les phases les plus amont, quand ils sont vraiment seuls, on a des aides aux auteurs quand le projet est encore dans les limbes et que personne n'a connaissance, à part l'auteur lui-même, de cette future œuvre. Donc on est là pour permettre de faire émerger des œuvres qui ensuite, en effet, doivent trouver, et on est là aussi pour faire qu'il y ait cette rencontre-là, doivent trouver des lieux de diffusion. Ce qui est sûr, c'est que sur le web, il n'y a plus de dépendance à un diffuseur préalable. Ceci étant dit, on voit bien qu'il y a quand même des stratégies de diffusion à avoir. Ce n'est pas aussi simple et magique que ça. Ce n'est pas parce qu'on pose une vidéo sur le web qu'elle est vue par tout le monde. Donc on retrouve finalement des stratégies de diffusion, même si, in fine, le créateur est parfois lui-même son diffuseur. Donc il doit lui-même prendre en charge cette partie-là. Et nous, ce qu'on permet aussi avec notre accompagnement financier, c'est que l'auteur-créateur dont on veut qu'il garde évidemment son indépendance, on veut aussi qu'il ait les moyens et les compétences pour produire et être le plus vu possible. Et donc, forcément, même si vraiment chacun peut rester autarcique, Nanny Moretti avait fait un film qui s'appelait comme ça, Je suis un autarcique, où il faisait tout seul, on ne force personne à travailler en collectif. Fondamentalement, quand même, notre secteur, que ce soit le cinéma, l'audiovisuel ou les vidéastes du web aujourd'hui, ont des équipes et quand ils grandissent et quand il y a des projets plus ambitieux, ils ont besoin de compétences plus larges, y compris sur la diffusion. Et c'est pour ça que quand on aide aussi les chaînes, on aide aussi les créateurs à aller chercher des community managers, à investir dans la promotion pour que leurs œuvres elles soient vues.
Est-ce que je pourrais rajouter un petit truc sur la diffusion hégémonique de YouTube et justement le danger que ça peut représenter? Parce qu'il y a un autre problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a le problème économique, bon, on l'a dit, où ils peuvent censurer, etc. Bon, on peut le contourner si on a du crowdfunding ou des partenaires qui sont à côté et qui nous aident à financer la chaîne, pas de problème. Mais le problème, c'est que YouTube a aussi des règles qui font que, eh bien, du jour au lendemain, sans que ça soit forcément très clair, ils sont en capacité, d'un clic, de supprimer cette chaîne, en fait. Et ça, y compris la mienne, qui a 1 million d'abonnés. Et donc, en supprimant cette chaîne-là, on perd toutes les vidéos, tout le travail qu'on a accumulé depuis 5 ans, toute la communauté, tout ce qu'on a construit. Et ça, pour le coup, si on perd ça, on perd les partenaires, on perd le crowdfunding, on perd tout, en fait. Donc il y a aussi cette précarité-là. Et ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps, parce qu'en gros, moi j'ai 2 chaînes, j'ai Nota Bene et j'ai Nota Bonus, voilà, que j'ai appelé comme ça, où je mets quelques bonus dessus, et notamment des making-of, des choses comme ça, des lectures que je fais de vieux textes, voilà. Et il se trouve que sur cette chaîne bonus, j'ai reçu ce qu'on appelle des strikes. En gros, un strike, c'est vraiment quand on ne respecte pas du tout les conditions de YouTube, on reçoit un avertissement en disant « Attention, c'est vraiment pas bien ». Et au bout de 3 avertissements, il supprime non pas la chaîne, mais le compte. Et il se trouve que moi, le compte, j'ai les 2 chaînes dessus, Nota Bene, Nota Bonus. Et en fait, je me suis fait striker une première fois, je me dis pourquoi, je ne sais pas. Une deuxième fois, là, je commence à suer, et j'envoie des mails à mon contact chez YouTube en lui disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me prends des strikes? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Et le truc, c'est que j'ai passé toutes mes vidéos, j'en ai supprimé certaines, j'en ai passé certaines en non répertoriées dans la panique, en ne sachant pas pourquoi j'étais striké. Et je leur envoyais des mails désespérés où je pleurais devant mon écran en leur disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe là? Si je me prends un 3e strike, on ne sait même pas pourquoi. Demain, je perds 5 ans de boulot, j'ai 3 employés qui se retrouvent à la rue, moi, ma femme travaille avec moi, je perds ma maison, je perds tout en fait. Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, tout ça, on l'a su donc après coup. C'était parce que j'avais initié un enregistrement de livre audio sur un vieux texte de Jules Verne. On a tout à fait le droit de faire ça, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Oui, mais moi, en fait, je ne regarde pas la vidéo, je l'écoute dans ma voiture, et j'aimerais bien avoir le podcast en téléchargement. » Donc, tout simplement, j'avais mis dans la description un lien où je dis « Vous pouvez aller sur tel site, c'est un site qui permet de télécharger l'audio d'une vidéo YouTube. » Et ça, ils m'ont dit « Ça, c'est interdit, ça, ce que vous faites. » Et donc, les 2 strikes, je me les suis pris à cause de ça. Je disais, mais attendez, vos conditions ne sont pas claires, c'est n'importe quoi. Enfin, on est passé à 2 doigts de la catastrophe juste à cause de ça. Et parce que tout est automatisé, parce qu'il n'y a pas forcément d'humain, et parce que c'est tellement complexe qu'eux-mêmes ne comprennent pas la machine. Tout ça pour dire que même si on fait très attention dans la construction de sa ligne, dans vraiment tout, aujourd'hui je fais extrêmement attention dans les images que j'utilise pour ne pas me faire démonétiser et tout, il y a quand même cette précarité du diffuseur YouTube, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir aller ailleurs aussi. Ça et le fait que, l'ICOS, on était tous persuadés que ça durerait, et finalement, aujourd'hui, ça n'existe plus, comme AOL. Et du coup, YouTube, ça se trouve, dans 5 ans, ça n'existera plus non plus. On n'en sait rien. Se battre contre une IA, c'est pas simple. C'est pas simple. Ouais. Alors, je vais faire avant de relancer sur le crowdfunding, je voulais faire un point au niveau de la salle pour savoir si vous aviez des questions. Voilà. Et ça tombe bien, il y en a une juste ici. Bonjour. On parle beaucoup d'argent et c'est vrai qu'avec YouTube, c'est quand même très complexe. Non, mais c'est le nerf de la guerre aussi, parce qu'effectivement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et donc, j'aimerais plus concrètement savoir, en fait, comment, quels sont vos... Si c'est pas trop indiscret, mais comment vous monétisez et combien, en fait? Tu veux répondre? Manon. On n'a pas forcément les mêmes. Lui, il vient de lister, par exemple, tous les revenus qu'il a. Moi, je vis pas du tout de la monétisation. Ça doit me rapporter 200 € par mois. Donc, c'est bien pour ça que ça m'est complètement égal d'avoir des trucs démonétisés. Je vis grâce au crowdfunding, justement. Où les gens font, via un site qui s'appelle Tipeee, font des dons tous les mois, comme on peut faire à une ONG, par exemple. Donc ça m'assure un SMIC. Et ensuite, il y a tous les à côté qui viennent renflouer ça. Et même maintenant, ça c'est la base régulière, mais en fait maintenant, tous les à côté sont plus importants que ça. Donc il y a les subventions qui tombent, il y a un peu de droit de la SCAM, il y a tous les partenariats que je fais avec des institutions culturelles qui sont rémunérées. Et tout ça accumulé, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pu vivre assez vite de la chaîne. Je pense que à la fin de la première année ou au bout d'1 an et demi, c'était viable pour juste moi.
Et maintenant, je rémunère aussi la dessinatrice qui travaille avec moi, le cadreur et l'ingé son quand il y a du budget, je prends l'ingé son en plus, tout ça en cachet d'intermittence, et le musicien aussi qui travaille sur la chaîne. Voilà. Et de mon côté, pour être un peu plus pragmatique aussi et parler thunes, aujourd'hui donc, j'ai une chaîne qui a 1 million d'abonnés. En gros, je tourne entre 3 et 4 millions de vues par mois. Je sors entre 4 et 6 vidéos par mois. C'est des formats qui sont souvent entre 10 et 20 minutes. Pour ça, on est 4 à temps plein. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est réal, gestion cohérente de la chaîne, de l'édito, de tous les projets autour. Une personne qui est chargée notamment de tout ce qui est aspect production et puis qui me soulage sur les nombreux mails que je reçois tous les jours. Un assistant qui fait un peu de réseaux sociaux, mais surtout de l'iconographie, de la recherche iconographique. Un monteur qui fait un peu de mixage aussi quand même au passage. Et puis une galaxie d'auteurs autour, puisque pour sortir 4 à ces vidéos, évidemment que j'écris pas tout moi-même. En tout cas, j'ai une réadaptation de nombreux textes et j'écris encore des vidéos, mais je fais de plus en plus appel à des historiens ou des auteurs spécialisés en histoire pour écrire. Aujourd'hui, j'estime que pour faire fonctionner la chaîne, mais encore, c'est un budget qui ne me convient pas parce qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. J'ai des grosses faiblesses sur tout ce qui est cartographie, tout ce qui est habillage ou animation, par exemple, que j'aimerais vraiment rajouter à l'intérieur. Aujourd'hui, ça me coûte un petit peu moins de... même 200 000 euros, en gros, par an. Ça me coûte 200 000 euros, donc il faut que je fasse rentrer 200 000 euros sur ma structure pour payer tout le monde et assurer cette production, cette cadence-là qui est quand même très élevé. Donc on est quand même sur des... Vous voyez, si vous connaissez un peu les coûts des prods de télé ou autres, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Il y a des docus qui coûtent 200 ou 300 000. Bon, voilà, moi, on me file le budget pour ça. Je tiens 1 an avec 4 personnes, quoi. Donc pour le coup, c'est des budgets qui sont quand même plus réduits. Souvent parce que aussi on a du mal à faire justifier auprès de partenaires certains prix. C'est-à-dire que ça vaudrait parfois un certain prix, on le fait payer moins parce qu'on sait que les personnes se disent « ouais mais c'est Internet, donc ça sera pas la télé, ça sera forcément moins cher ». Ou tout simplement on est pris entre deux feux, c'est-à-dire moi le problème que j'ai actuellement avec certains partenaires c'est de me dire « mon boulot a une valeur, j'ai toutes mes équipes à côté, il faut que je fasse rentrer tout ça ». Le problème c'est qu'on reste dans le milieu de la culture, qui n'a pas forcément trop de thunes non plus. Et donc, que faire? Est-ce qu'il faut privilégier les très grosses structures qui, eux, peuvent sortir des cachets de 10, 20 000, 30 000 pour une série? Ou est-ce qu'il faut aussi aller vers des plus petits partenaires qui, eux, n'ont que 2 ou 3 000 euros à claquer pour de la communication, ce qui, pour nous, en tant qu'activité, est vraiment, on va dire, pécuniaire pure, et pas forcément rentable, quoi. Donc il y a vraiment ces enjeux-là où moi je sais que je suis tiraillé parfois entre certains projets. Et évidemment, bon, comme on l'imagine, on fait certains projets parce que ça nous plaît et d'autres parce que ça nous plaît aussi, mais il faut faire rentrer un peu plus d'argent, quoi. Mais voilà l'idée des budgets. Mais encore une fois, je suis très privilégié dans la situation de vidéaste et la très grosse majorité des vidéastes vulgarisation n'ont pas du tout ce genre de revenus. On n'est pas sur ces échelles. Tu es en tout cas en histoire, c'est toi la plus grosse chaîne YouTube d'histoire de France. Donc ça vous donne l'idée du privilège dans lequel tu es, si on peut parler de privilège. Valériane. Non, c'était aussi pour avoir le témoignage. Ah ben, en fait, j'allais justement relancer sur Vladimir et sur Nicolas, qui ont justement... Enfin, alors, le crowdfunding, c'est hyper important, en fait, j'imagine, pour créer sur le web. Et tu voulais nous en parler justement, puisque tu allais relancer en fait quand on en a parlé. Oui, alors en fait déjà on peut parler par rapport à l'émergence un peu des parcours. Effectivement, j'ai l'impression, parce que moi je ne fais pas que du web, mais c'est vrai que dans le web on a l'impression d'avoir au départ une personne un peu seule qui du coup maintenant peut espérer s'appuyer sur des sociétés civiles et aussi le CNC pour un petit peu grandir, se professionnaliser. Et aussi rencontrer à travers des festivals et aussi ce qui est en train de se mettre en place pour multiplier aussi la création de la richesse. J'ai l'impression que c'est de ça dont on a parlé. Le crowdfunding, en fait, c'est un des moyens que permet ça, en fait. C'est-à-dire quand la personne est un peu seule. Moi, le crowdfunding, je l'ai d'abord utilisé quand je faisais mes courts-métrages, parce qu'en fait, je fais à la base des courts-métrages de genre. Donc, quand on fait de la science-fiction, de l'anticipation, de l'horreur, parce que je fais un film d'horreur pour enfants, comme peut l'être Gremlins, par exemple. Du coup, c'est vrai que quand on va voir le court-métrage CNC, on regarde et on fait... c'est plus compliqué, on va dire.
Donc du coup, le crowdfunding, moi, j'étais un des premiers producteurs de courts-métrages à le faire parce que j'avais pas d'autre solution. Sinon, mes films demandaient des moyens assez élevés en termes d'effets spéciaux, de qualité de vidéo qu'on peut, des fois en court-métrage, parce qu'on a un bon scénario et de bons comédiens, arriver à dire, bon, c'est pas grave, sur l'image, ça va passer très bien par le scénar et par les comédiens, ce qui en court-métrage est très important aussi. Mais quand on fait du genre en soi, on a besoin d'être bon à l'image, bon au son. Enfin, il faut qu'on fait pas la même, on montre pas la même chose en soi, quoi. Donc voilà, pour le projet de TAC, en fait, on avait fait au départ 3 pilotes un peu avec Naïs et Ingrid qu'on avait vraiment fait à l'arrache, sans besoin de rien et tout. Et c'est à travers ça qu'on s'est dit, on a une bonne idée, on va la creuser. Et pour la creuser, on s'est dit, notre seule solution, c'est de faire appel aux copains. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en voyant un petit peu l'engouement qu'il y a eu autour de ça, on s'est dit, bon, on va aller le faire jusqu'au bout. Mais du coup, on avait quand même réfléchi tout cet aspect-là de financement pour savoir qu'on allait faire rentrer les ronds dans les carrés et pour arriver aussi au résultat qu'on voulait espérer, et d'abord faire plaisir à notre première base qui était notre crowdfunding et de fait les personnes qui vont être les premiers abonnés et qui vont être le socle au final des personnes qui vont diffuser au final nos propres vidéos, puisque ils se sentent aussi prenants de ce qu'on a pu faire par rapport à ça. Justement, j'avais relancé sur Nicolas. La place d'un réalisateur sur un projet comme ça, en quoi elle diffère entre le travail que tu fais sur d'autres supports, la télévision et sur le web? Parce ce qu'on entend surtout énormément, c'est vraiment le côté couteau suisse indispensable à partir du moment où on a un créateur sur le web. Alors, avant de répondre à cette question, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voudrais rebondir, parce que moi, je suis novice en fait. Et vraiment, l'histoire de monétiser des vidéos sur YouTube, je suis en admiration totale. Moi, ça me coûte des ronds en fait de mettre des vidéos sur YouTube. Ça me coûte de l'argent, vraiment. Le truc, c'est que moi, je viens du clip et je faisais des clips pour des petits rappeurs et des choses comme ça. Et je regardais les vues. Et j'étais là, ok, on va faire combien de vues? Et c'est très particulier. Donc, on tournait autour de 10 000, 20 000 vues. Et lorsque, sur un artiste un peu coté, il y avait les Inrock qui envoyaient un article, boum, on prenait 20 000, on doublait le score, en fait. Et donc, moi, j'ai cette culture, même pas de l'argent, mais de la vue, du like. C'est bien, putain, trop bien. Le truc, c'est que, donc sur ça, la monétisation, ça me passe au-dessus. Mon argent, je le gagne. Dans un premier temps, je le gagnais avec le montage. J'étais monteur de pub. Donc c'est la pub Monde Merveilleux où l'argent coule à flot et j'étais assez bien payé pour pouvoir me faire plaisir et au lieu d'acheter je sais pas un scooter ou quoi, mon idée c'est j'aime tellement ça que mon plaisir c'est de pouvoir mettre des sous dans ce que j'ai envie de faire et de m'exprimer, de m'amuser, de faire des images jolies, enfin voilà. Donc pour moi c'est vraiment un plaisir et c'est un investissement, enfin c'est même pas un investissement, je me fais un plaisir en fait. Donc là, mon argent, j'ai de la chance, je suis passé à la réalisation donc de fiction télé, où c'est assez bien rémunéré, grâce à la SACD. Je remercie infiniment. C'est incroyable d'ailleurs, la SACD, c'est vraiment super. Je ne comprends pas mon compte en banque, en fait. Il y a des fois, je fais c'est beau, l'exception culturelle française. C'est génial. Et donc, ça permet de pouvoir investir du temps et même de l'argent, parce que même si je ne sais pas si je dois le dire, mais sur TAC, il y a des jours où j'allais tourner des plans. Il fallait acheter 3 accessoires, j'achetais moi-même certaines choses. D'ailleurs, tu sais combien tu me dois. Hein. Mais voilà, l'idée c'était, ok, tant pis, je mets des sous et je veux que ce soit bien, je veux me donner les meilleurs moyens, le plus de moyens possible pour faire quelque chose de qualité, dont je sois fier et qui plaise aux gens. Le crowdfunding, ça a été la condition sine qua non de commencer ce projet. T'as oublié nos mamans en fait, nos parents, nos amis, mais nos mamans ont mis beaucoup d'argent. Et voilà. Et ce truc du crowdfunding, moi j'ai pas l'aspect entrepreneur comme vous avez. Je suis vraiment très dans l'affect et
j'aimerais avoir cet aspect entrepreneur, c'est admirable. On en a aussi de l'affect, hein, heureusement. Oui, non, c'est pour ça. Non, bien sûr. Mais j'ai entendu ce que j'ai dit, bien sûr, évidemment. Mais c'est d'ailleurs quelque chose qui transparaît en fait dans tout ce qui est dit, c'est qu'en fait, c'est la passion qui a initié ça, et en fait certains ont réussi à en faire quelque chose d'entrepreneurial, et d'autres en fait prennent par d'autres aspects. Voilà. Absolument. Bien sûr, hein, j'enlevais rien au côté affect, évidemment. C'est juste que je suis pas organisé et que je comprends rien. La phobie administrative est clairement quelque chose qui a été très souvent mentionné aujourd'hui. Et du coup, voilà, le truc là, avec TAC qu'on vient de sortir, qui apparemment est de bonne qualité, et on a des retours très positifs des quelques festivals qu'on a fait, de gens importants comme vous, et d'amis, et de gens de spectateurs lambda, entre guillemets. Les retours sont bons. Mais je me dis, comment on va faire pour avoir un nombre de vues de folie? Parce qu'une fois que tu as fait YouTube, Facebook et Instagram, tu dis, bon, ben, comment tu passes des paliers, à part si un YouTuber connu en parle ou... Est-ce qu'il y a des ateliers là-dessus, c'est à la SCAM ou pas du tout? Sur la diffusion, sur comment on fait pour avoir des vues sur sa... À part, une fois qu'on a partagé et que nos amis ont partagé et que quelques amis de nos amis ont partagé, comment on fait pour avoir des vues? Alors, nous on s'y colle et on a besoin de partenariat avec les vidéastes. Ah mais ça c'est la question à 1 million, il n'y a pas de recette, sinon on aurait tous des millions de vues. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que moi en effet, c'est plus du tout mon critère le nombre de vues, c'est... Est-ce que ça tient la barque, cette affaire, et est-ce que je peux vivre de mon truc et financer? C'est hyper variable, justement. Et donc, les dessins animés, ceux qui ont le plus marché, ils ont vraiment eu plutôt du succès auprès du public. Ils ont fait autour de 500 000 vues, ce qui est plus que mon nombre d'abonnés. Moi, je suis plus à 300 000. Et là, j'avais 2 partenariats payés récemment, ou financés d'ailleurs en partie par le CNC, dont j'avais besoin pour financer ces dessins animés à côté. La dernière vidéo, c'est une vidéo en partenariat avec la ville d'Amiens. C'est une vidéo sur Amiens. Il y a 50 000 vues, alors qu'il y a 300 000 abonnés sur la chaîne, parce qu'évidemment que Amiens, ça intéresse principalement les gens d'Amiens. Et c'était charmant, hein, évidemment, mais comme ça, moi, ça me fait renflouer les caisses. Et en fait, déjà, je suis très contente du résultat. C'est ça qui est important pour moi. Enfin, la vidéo sur Amiens, elle me plaît. Et en fait, je m'en fiche que ça fasse pas le même nombre de vues que le dessin animé. Ce qui est important, c'est qu'en fait, je puisse créer comme j'ai envie et continuer à être indépendante. Ça veut dire aller chercher des subventions ou faire rentrer des sous pour d'autres trucs. Mais vraiment, moi, le compteur, c'est plus du tout un critère, quoi. Ouais. Absolument pas. Non, c'est que j'ai été payée par la ville d'Amiens pour faire des vidéos. Non, moi, comme je disais, la monétisation, ça me rapporte... Je pense qu'en fonction du nombre de vidéos que je sors dans le mois, ça me rapporte entre 100 et 200 euros par mois, la monétisation. Donc, je suis pas... je produis pas autant que toi et tout, donc je suis pas là. Mais... Désolé de couper, en parlant de monétisation, donc, on a lancé la série TAC, donc on a fait une chaîne TAC. Moi, après, chez Affreux Salé Méchant, j'ai une chaîne aussi YouTube, sur laquelle je mets mes courts-métrages. Il faut savoir que même mes courts-métrages dont j'ai les droits musicaux, droits... Ils me disent que j'ai pas les droits. Donc, c'est-à-dire je peux pas éligible je peux même pas monétiser mes propres courts-métrages. Parce qu'il y a un critère de il faut avoir tant de vues par mois, un truc comme ça. Alors après, j'ai des courts-métrages qui ont fait 1 million de vues et tout. Donc oui, mais par mois. Et après, par mois, je sais pas. C'est pas étalé sur l'année. Et je sais que des fois, quand pour rigoler, puisqu'après, moi, mon but, c'est des courts-métrages. C'est des courts-métrages, c'est pas de monétiser. On s'en fiche un petit peu encore, a priori, comme un peu toi. Mais du coup, je suis moi-même surpris qu'on me dise en fait, vous n'avez pas les droits sur la musique de votre propre court-métrage alors que j'ai les contrats. Et YouTube, de manière intrusive, se permet de dire... Et quand on envoie le contrat, ils ne disent pas « Ok, vous avez les droits, en fait ». Ils laissent en mode, comme j'imagine ton strike, en mode rouge, fluo, no way. Non, mais ça, c'est pas normal. Et le truc, c'est que malgré tout, quand tu as vaguement le mail d'une personne qui te répond vaguement quelque chose qui ne veut rien dire, au moins quand on parle à l'administration française, tu as un retour, tu comprends ce qu'on te dit, même si grosso modo aussi quand même. Mais là, du coup, tu es dans un truc, tu dis, je vous ai envoyé le contrat, je sais que tu l'as envoyé, pourquoi ça ne marche pas? Et ils répondent juste,
quelque chose de... Ouais, mais là-dessus, en plus, c'est plus vicieux. C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un revendique du contenu, c'est à toi de prouver que c'est pas le cas, quoi. Je veux dire, ça, c'est un vrai problème. Moi, j'ai eu un problème il y a genre 3 ans, 2-3 ans. J'étais harcelé en fait par une boîte aux États-Unis qui s'amusait à revendiquer tous mes épisodes. Dès que je sortais un épisode, il disait c'est à moi, il a utilisé mes trucs. Et à chaque fois, j'étais en mode, bah non, j'ai fait mon taf, c'est pas à vous, quoi. Et donc, j'étais obligé de me lancer dans une procédure qui durait entre 3 jours quand c'était réactif et 2 semaines pour récupérer la monétisation et les droits. Donc, c'était déjà perdu dans le temps tout passe, et du coup... Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que cette boîte-là, ils étaient spécialisés là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, ils harcelaient plein de vidéastes en revendiquant les vidéos. Et du coup, ils récupéraient le pognon. Et en fait, il y a plein de vidéastes qui craquaient au bout d'un moment. Ils disaient je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est créer, c'est balancer mes vidéos, c'est pas me faire des thunes, donc je m'en fous. Et statistiquement, sur le nombre de personnes qui lâchaient l'affaire, ils se faisaient leur pognon comme ça, quoi. Et moi, je me suis battu mais pendant 6 mois avec eux. Hein. Je les avais au téléphone toutes les semaines en disant mais rajoutez-moi sur une whitelist. Ah oui, mais c'est un truc automatique. Ouais, mais je m'en fous. Enfin, et il y avait une vraie mafia là-dedans, en fait. Hein. On peut être aussi victime de ça. Il y avait ça au tout départ aussi sur les sites web. Les premiers sites internet qui faisaient beaucoup de vues. Par exemple, nous, quand on avait monté cette fameuse série Bikini's College qui n'a jamais existé, on avait fait un site internet et qui avait entre guillemets explosé. Et du coup, je l'avais laissé tomber, mais quelqu'un me l'a racheté derrière parce que ça générait du clic et du coup, c'était devenu un truc de pub, quoi. Et c'est vrai que c'est pas la priorité absolue là-dessus. Juste un mot là-dessus. Je vois la SCAM, on travaille vraiment avec YouTube sur ces histoires de strike et de claims pour qu'à un moment donné, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, on travaille dessus pour que les membres vidéastes de la SCAM aient un traitement, on va dire, un peu privilégié avec une contractualisation avec YouTube. C'est vraiment des sujets qui, évidemment, les concernent en premier lieu, mais qui concernent toute la structuration de la filière, quoi. Julien de toute façon, on va devoir clore cette table ronde bientôt, mais Julien va pas tarder à partir. Je voulais savoir si, avant de partir, vous aviez une conclusion par rapport, en fait, à tout ce qui a été dit. On se rend compte à quel point être vidéaste en 2019, si on se lance, c'est déjà... il faut être plus qu'un couteau suisse. Il faut faut être le mouton à 5 pattes et le dahu en même temps, quelque part. Et en même temps, c'est possible. Et il y a toujours cette envie de créer, ce besoin de créer. Et ce sont des plateformes qui le permettent plus que nulle part ailleurs. Comme disait Manon, c'est vraiment des espaces où on peut pleinement s'exprimer. Ouais, et c'est plus simple qu'il y a 10 ans. Je pense qu'il y a des pionniers quand même qui ont bien essuyé les plâtres et qui ont permis... qui ont donné l'exemple. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être apportées aux différentes étapes et qui peuvent venir soutenir ces vidéastes. Et puis, encore une fois, tous ces vidéastes vont essaimer aussi un peu partout. Vous le faites déjà, en fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont grandi en dehors de cette plateforme qui viennent aussi, et ça, c'est formidable. Hein. Des producteurs et des talents du cinéma ou de l'audiovisuel commence à créer aussi sur ces plateformes. Et donc, il faut qu'on continue collectivement, comme ça, à travailler tous ensemble pour qu'on ait, encore une fois, pour nous, le plus beau web du monde. Et c'est déjà le cas. Donc, il faut le maintenir et continuer à le renouveler sans cesse. Et du coup, pour répondre à cette question de comment émerger en 2019, parce que là, on a parlé de plein d'outils pour que ce soit viable. Si c'est ça la définition d'émerger, moi, je suis d'accord avec cette définition, personnellement. Pour moi, c'est pas... avoir des millions de followers ou quoi, c'est réussir à vivre de ça, peu importe la visibilité que ça a. Ça, c'est plein de moyens qu'on a vus. Mais à la base, c'est quand même super dur de sortir de Slow. Et plus ça va, plus il y a de propositions, plus c'est difficile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose de qualitatif, évidemment. Mais en fait, juste qualitatif, ça ne suffit pas, parce que des trucs très bien qui n'émergent pas, on en voit plein. Mais je pense que et c'est dur parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais je pense que la recette, c'est de trouver un truc original qui n'a pas été fait encore ou qui est assez nouveau. C'est très difficile parce qu'il y a de plus en plus de choses, mais je pense que la création, elle est illimitée. Et je trouve qu'avec TAC, on a vraiment un concept de série qui est différent et qui sort... Pardon ? J'étais à Frames dans le public. Et donc voilà, donc là on a un concept original et oui c'est de plus en plus dur parce qu'il y a plein de gens très créatifs et tout, mais c'est quand même, encore une fois, illimité la création, donc ça paraît très bateau de dire ça et tout, mais je pense que
pour se faire remarquer, il faut faire un truc bien pour que les autres vidéastes s'intéressent à vous et aient envie de vous partager et envie de discuter avec vous. C'est pas juste en envoyant des messages de est-ce que tu peux regarder ma chaîne et tout, mais en fait, nous, quand on va passer les trucs et qu'on trouve ça quali, très vite on se rend compte, on se rencontre d'ailleurs. C'est vrai, on devient pote et tous les ans on a des nouveaux. Voilà, il y a des passerelles. Tous les ans, on a des nouveaux copains qui intègrent la bande, n'est-ce pas? Parce que non, mais en vulgarisation, on est une petite famille, on se connaît tous. Voilà, et c'est vrai que tous les ans, il y a 2-3 personnes que. Enfin bref, donc c'est difficile, mais néanmoins, je pense que c'est ça le petit sel qui fait la diff. Ouais, et encore, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, et même si j'aime pas le terme de concurrence, parce que comme il n'y a jamais de concurrence entre nous, avec Manon, on se refile des projets, on se partage des trucs, on fait des trucs ensemble, voilà, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais de fait, il y a une concurrence de par l'audience qui a une capacité limitée à voir tous les programmes. C'est vrai que c'est compliqué d'émerger. Au début, on fait ça avec des bouts de ficelle. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la chaîne, je me disais, je vais aller, dès que je fais une vidéo sur un sujet, je vais aller taper sur les forums qui sont en rapport avec ce sujet. Genre, j'avais fait un truc sur les vieilles astuces de médecins du Moyen-Âge, et en fait, j'allais sur Doctissimo pour balancer ma vidéo en disant bonjour, je me présente, je fais une petite vidéo, c'est vachement bien. Et genre, je me suis fait bannir des 3/4 du forum d'internet, quoi. Mais c'était comme ça. Et moi, par contre, ce qui m'a permis vraiment d'émerger, c'est un peu ce vase clos de YouTube, c'est-à-dire les partages d'autres vidéastes. Et typiquement, ça a été à l'époque un vidéaste qui s'appelle Antoine Daniel, qui est un vidéaste qui faisait du commentaire de vidéos extrêmement vulgaire, extrêmement humoristique, qui n'avait rien à voir avec la vulgarisation. Et sans ce type-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas de vulgarisation en France. Mais ça marche malheureusement plus trop. Non, mais bien, c'est ce que j'allais dire. J'allais y venir. Mais je veux dire, ça a été un type qui a lancé ces chaînes-là. Sur les chaînes qui marchent vraiment bien en vulgarisation, il en a lancé vraiment la moitié. Et c'était à une époque vraiment où le partage c'était quelque chose d'exceptionnel, quoi. Quelqu'un qui partageait avec quelqu'un d'autre, c'est le partage, c'est forcément que c'est bien. Et on voit qu'aujourd'hui, effectivement, comme le dit Manon, ça marche plus si bien que ça. Et typiquement, moi, il y a des trucs des fois que je partage qui vont exploser et je ne sais pas pourquoi. Et il y a des gars où j'ai vraiment envie que ça perce, je le partage 10 fois et ça ne décolle pas. C'est-à-dire que le gars, il prend 100 abonnés à chaque fois, quoi, sur une base d'1 million. Je me dis, c'est chiant. Et en fait, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne ou pas. Il y a toujours cette part d'aléatoire où on n'est pas maître de tout, il faut aussi l'accepter. Et il faut faire attention aussi à cette espèce de providence qu'on pourrait avoir chez certains vidéastes, en se disant si lui me partage, je pourrais émerger, ça pourra fonctionner. Parce que c'est pas le cas finalement, et on n'est pas maître de ça, quoi. Émerger, non, mais se rencontrer, bosser ensemble, essuyer des projets et émerger professionnellement, oui, je pense. Voilà, mais la visibilité. C'est ça l'émergence dont on parlait, c'est-à-dire ce côté seul au départ et la rencontre à travers le biais de festivals et d'autres diffuseurs et d'autres créateurs, en fait. Moi, j'ai un peu vu ça quand j'ai travaillé pour Studio Bagel, parce que j'ai un peu travaillé un moment pour Studio Bagel sur les cartes blanches, pour les talents de Studio Bagel. Et c'était un peu ce côté-là où tu avais ce côté famille, mais en même temps, ce que disait Julien, vers tout le monde qui part un petit peu vers le jeu vidéo, vers le cinéma et tout. Donc, c'est en fait une sorte de média qui est à la fois un tremplin et en même temps, c'est bien d'y revenir. Justement, je voulais connaître vos projets, puisque vous êtes dans différentes formes de création. Donc je voulais... Oui. Au revoir, Julien. En fait, je voulais conclure. En fait, on avait une magnifique conclusion. Et puis, et en fait, j'allais faire juste un récap. Mais Julien, tu peux y aller. Je voulais juste te dire que... Alors, vous pourrez venir discuter avec nous une fois que la table ronde sera terminée. Mais pour vous dire, la série TAC, qui est donc réalisée par Nicolas Capu et produite par Vladimir Ferral via sa production, est disponible sur YouTube depuis le 11 octobre, sur la chaîne YouTube TAC, j'ai envie de dire. Voilà. La SACD ont un site internet qui est excessivement... Et l'appel à projet le 4 novembre. Mais le site internet de la SACD est excessivement bien fait. Et vous allez trouver, en plus en fait, de l'appel à projet du 4 novembre, comment accéder en fait, au studio, comment accéder en fait, à tous ces aspects-là. Le CNC Talent, sa dernière commission était avant l'été. Et là, ils sont justement bientôt en train d'en ouvrir une nouvelle, d'après ce que j'ai compris. C'est permanent, en fait. Tout au long de l'année, vous pouvez venir déposer vos vidéos. Puis il y a régulièrement des commissions qui... Et pour ceux qui sont curieux de voir quel type de projets sont acceptés, tout est sur leur site internet. Et sur la chaîne YouTube et Dailymotion, CNC Talent. Ouais. Et vous voyez, non, et c'est vous l'aurez compris, cette page internet. Allez sur Dailymotion parce que clairement, et vous voyez ce qui est important pour ceux qui veulent déposer des projets, c'est de voir les pitch vidéos de ceux qui ont été lauréats. C'est important de voir et vous verrez la grande diversité de la manière de présenter les choses, mais aussi l'exigence
en termes d'information et d'intention qu'il faut avoir. Et pour ceux qui ont déjà rempli des dossiers du CNC, Dieu sait que c'est important d'avoir des modèles sur lesquels s'appuyer parce que c'est vraiment très important. Concernant la SCAM, là aussi, ils ont leur prix, je ne sais plus le nom, Brouillon de rêve. Non, rêve de brouillon. Alors, rêve d'un Entre brouillon. le 15 janvier et entre le 15 février. Brouillon d'un rêve. Impact. J'étais pas loin. Hein. T'étais pas loin. J'étais Voilà. vraiment pas loin. Entre le 15 janvier et le 15 février. Ouais, mais l'appel à projet est déjà en ligne, donc Voilà. c'est bien d'aller voir. Et puis sur la page d'accueil, vous êtes vidéaste, vous avez tous les services, comment adhérer, comment déposer ses œuvres pour recevoir des droits d'auteur, etc., etc. Tout. Accessoirement, sur le site de la SCAM, qui est excessivement bien fait, vous avez aussi en fait les liens et les noms des personnes de l'équipe, Tout à fait. de l'équipe en fait qui s'occupe des jeunes talents, et donc vous pouvez les contacter directement. C'est Ouais. formidable, c'est fou ce qu'on fait. Et vous avec êtes des très sites internet. réactifs. Voilà. C'est agréable, vraiment. Manon Bril a une séance demain où elle présente les premiers... Le fameux dessin animé. Le fameux dessin animé dont elle parle Subventionné depuis par le CNC. subventionné par le CNC. C'est demain à 14h30 au Forum des Images et je vous invite grandement à venir parce que c'est très... Il y aura une petite exclue, le storyboard du prochain épisode Exactement, qui mais va être moi- diffusé. Et moi, comme j'ai déjà vu les trucs, je vous y encourage vraiment très fort parce que c'est vraiment très chouette. Et comme on ne sait pas quand est-ce que ça va être diffusé sur YouTube, Si, ce sera le 1er novembre. Voilà. Mais demain, en exclu, avec la dessinatrice, on répondra à vos questions. voilà. Donc s'il vous plaît, venez. Et si vous ne pouvez pas venir, parlez-en à des gens que ça peut intéresser parce que c'est toujours chouette quand on parle aux autres. C'est d'ailleurs le principe de la vulgarisation scientifique. Benjamin Briot de la chaîne Nota Bene sera cet après-midi dans une autre table ronde où il parlera justement de liberté d'expression et de censure sur YouTube, un sujet qu'il a déjà abordé en partie ce matin, mais qu'il va pouvoir encore plus développer cet après-midi. Et ça, c'est merveilleux. Merci à tous d'être venus. Merci d'être venus nombreux. Merci aux étudiants de l'université qui vont devoir faire un compte-rendu de cette table ronde et qui, en fait, n'ont pas vraiment de conclusion. Donc, ils seront ravis de faire un compte-rendu qui ne se finit comme une queue de poisson. Voilà, merci à tous et bienvenue au Stream Days.